Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet, disons, assez délicat. Un projet de loi qui pourrait complètement changer la donne sur la fin de vie en France. Ce texte est en plein débat au Parlement en ce moment, et il soulève des questions vraiment fondamentales. On va donc décortiquer ensemble les points les plus cruciaux. Et pour bien saisir l'enjeu, rentrons directement dans le vif du sujet avec les éléments les plus percutants. Imaginez un peu le tableau. La décision finale reposerait sur les épaules d'un seul médecin. Le temps de réflexion, juste 2 petits jours. Et la famille dans tout ça? Eh bien, aucun moyen légal de s'y opposer. Ça donne le ton, n'est-ce pas? Bon, avant de plonger dans les détails de cette loi, il faut absolument qu'on mette les choses au clair sur les termes. Parce que les mots, ici, ont une importance capitale et ils sont souvent au centre de grosses confusions. Alors voilà, il y a une différence essentielle à comprendre. D'un côté, on a l'euthanasie. Là, c'est quelqu'un d'autre, en général un médecin, qui administre le produit létal. Et de l'autre côté, on a le suicide assisté. C'est la personne elle-même qui s'administre la substance. C'est simple, mais c'est la base. D'ailleurs, le projet de loi, lui, parle souvent d'aide active à mourir, une expression qui couvre les deux cas. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le concret. Quel serait le parcours exact pour une personne qui ferait cette demande? De A à Z, de la première parole jusqu'à l'acte final. Et ça, c'est évidemment la grande question. Qui, concrètement, pourrait demander à bénéficier de cette aide active à mourir? Quels sont les critères? Alors là, attention, parce que les critères qui ont été votés à l'Assemblée nationale sont, ils sont très larges. Bien sûr, il faut être majeur et résident en France, ça c'est la base. Mais après, ça se complique. On parle d'une affection grave et incurable, en phase avancée, mais, et c'est un point crucial, pas forcément terminale. En plus, le texte inclut noir sur blanc les souffrances psychiques. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça pourrait ouvrir la porte à des personnes avec des maladies chroniques, comme un diabète, des patients sous dialyse, ou même, et c'est un point de débat majeur, des personnes en dépression sévère. D'accord, imaginons que quelqu'un remplisse ces conditions. Comment ça se passe ensuite? Quelle est la procédure exacte, étape par étape? Eh bien, le processus est assez direct. Tout tourne autour d'un seul médecin. Ce n'est même pas forcément le médecin traitant habituel. La demande peut être faite à l'oral si la personne ne peut pas écrire. Ensuite, ce médecin doit demander l'avis d'un spécialiste et d'un autre soignant. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, ces avis ne sont pas contraignants. Ils sont juste consultatifs. Au final, la décision, la vraie, c'est ce seul et unique médecin qui la prend. Et c'est ce même médecin qui peut ensuite procéder à l'acte. Et la vitesse à laquelle tout ça peut se dérouler est aussi un point à souligner. Entre le moment où le médecin donne son feu vert et l'acte final, le délai de réflexion minimum est de 2 jours. Seulement 2 jours. Ça peut donc aller très très vite. Alors, face à une procédure aussi rapide et centrée sur une seule personne, on se pose forcément la question des contrôles, des protections, bref, des fameux garde-fous. Sont-ils solides? Voyons ce que le texte prévoit. Et là, on tombe sur un point qui fait beaucoup parler. C'est une sorte de système à 2 vitesses. D'un côté, le patient. Si un médecin refuse sa demande, il peut aller en justice pour contester. Mais de l'autre côté, la famille. Si le médecin accepte, elle n'a absolument aucun recours légal. Zéro. L'idée derrière, c'est d'éviter les blocages, mais le résultat est clair, les proches sont mis hors jeu. Et ça va même plus loin. Non seulement la famille ne peut rien contester, mais elle pourrait très bien ne même pas être au courant de la décision. C'est ce que dit le texte. Il n'y a aucune obligation d'informer les proches, sauf si le patient le demande noir sur blanc. Et pour les professionnels de santé alors? Pour les médecins, il y a bien une clause de conscience. Ils peuvent refuser. Mais attention, ils ont l'obligation d'orienter le patient vers un autre médecin qui, lui, accepterait. Par contre, pour les pharmaciens, c'est une toute autre histoire. Le texte, tel qu'il a été voté, ne prévoit aucune clause de conscience pour eux. Ce qui veut dire qu'ils seraient obligés de préparer et de donner le produit létal. Et ça ne s'arrête pas aux individus. Il n'y a pas non plus de clause de conscience pour les établissements. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tous les hôpitaux, toutes les cliniques, même les établissements privés ou religieux, comme les maisons de retraite confessionnelles par exemple, seraient obligés par la loi d'autoriser ces pratiques dans leurs murs. Bon, on a vu le parcours individuel. Maintenant, prenons un peu de recul. Quel pourrait être l'impact de cette loi, non plus sur une personne, mais sur toute la société? Alors là, on aborde un point très fort du texte, la création d'un tout nouveau délit. Le délit d'entrave. L'idée, c'est de punir quiconque essaierait de faire obstacle à la démarche d'une personne, y compris, et c'est là que c'est subtil, par des pressions psychologiques. Officiellement, l'objectif est de protéger les personnes vulnérables pour que leur choix soit vraiment libre. Et ce n'est pas une petite infraction. Les peines prévues sont lourdes. On parle de jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ça rend les choses tout de suite très, très concrètes. Mais alors, qui pourrait être poursuivi pour entrave? Eh bien,
Potentiellement, ça pourrait être un fils ou une fille qui tente de dissuader son parent. Ça pourrait être un soignant, un accompagnateur spirituel qui proposerait d'autres solutions. Et un point qui a fait bondir beaucoup de monde, le texte donne le pouvoir à des associations militantes pro-euthanasie de lancer elles-mêmes ces poursuites en justice. Il faut bien comprendre que tout ce débat n'arrive pas de nulle part. Il se déroule dans un contexte très particulier en France, celui des soins palliatifs. Et là, les chiffres sont éloquents. On a une vingtaine de départements en France où il n'y a tout simplement aucune unité de soins palliatifs. Zéro. Et au niveau national, on a moins de la moitié des lits nécessaires qui sont vraiment là. Du coup, une crainte remonte très souvent. C'est que l'euthanasie, qui est une solution, disons, rapide et beaucoup moins chère, devienne une sorte d'échappatoire. Pourquoi investir des fortunes dans les soins palliatifs qui sont longs, complexes et chers si on a une autre option? C'est une vraie question de fond. Parce qu'au fond, derrière tous ces articles de loi, tous ces détails techniques, il y a une ambition bien plus grande, une ambition philosophique. L'objectif, tel que le décrivent les promoteurs de la loi, c'est carrément de changer notre rapport à la mort. L'idée, c'est que la mort ne soit plus quelque chose qu'on subit, qui nous tombe dessus, mais qu'elle devienne un dernier choix, un acte de liberté, une décision. Et c'est ça qui nous amène à la question finale, la plus vertigineuse peut-être. Au-delà de chaque histoire personnelle, comment une loi comme celle-ci pourrait-elle, petit à petit, changer le regard de toute une société? Sur la vie, sur ce que veut dire souffrir, et finalement sur la mort elle-même. C'est peut-être ça, le véritable enjeu de tout ce débat.